Cet épisode est rendu possible grâce à la participation de Roxane Grenier à la campagne de socio-financement avec la ruche réalisée pour donner vie au podcast L'écho du bien-être. Roxane est conseillère d'orientation en pratique privée et offre des services aux jeunes et aux adultes à distance ou en personne tout près de Drummondville. Roxane a hâte de te rencontrer pour t'aider à te découvrir et connaître ta personnalité pour mieux choisir le programme d'études ou l'emploi qui déterminera ton avenir prometteur. Pour en savoir davantage, découvrez Roxane au www.roxanegrenier.ca. Bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Julie Dupont, hypnothérapeute et conférencière. Avec Julie, on va discuter de l'enfance, en fait de l'impact que certaines situations vécues au cours de l'enfance peuvent avoir à l'âge adulte en contexte de milieu de travail et de vie professionnelle. Une conversation riche et inspirante. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à tous, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Cette semaine, encore une belle rencontre inspirante. J'ai la chance de recevoir Julie Dupont. Julie qui est hypnothérapeute, maintenant aussi conférencière. Avec Julie, aujourd'hui, on va parler d'enfance, en fait de ce qui se passe au cours de l'enfance et de l'impact que certaines choses peuvent avoir en milieu de travail, notamment sur les relations de travail. Julie, bienvenue au podcast L'écho du bien-être. Bonjour Alain, merci de me recevoir aujourd'hui. C'est un grand plaisir. Et Julie, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais beaucoup que tu prennes un temps peut-être pour te présenter, nous dire un peu donc qui tu es et ce que tu fais. Alors bonjour à tous, moi c'est Julie Dupont, je suis hypnothérapeute, conférencière maintenant. Je suis spécialisée dans les conséquences des symptômes d'anxiété et les conséquences d'une enfance de maltraitance et d'abus. Je tiens quand même à émettre une petite partie législation. Je ne travaille pas sur le syndrome post-traumatique directement. Ceci est un cadre réservé aux psychologues et aux psychiatres. Moi, je vais aller travailler, je vais faire, comme je le dis à mes clients, de la finition. Donc, sur tous les autres symptômes qui sont impactants quand même dans la vie et qui ont besoin d'être adressés. C'est très intéressant, Julie. Et est-ce que tu peux donc nous expliquer pour commencer en quoi donc ce qu'on vit durant l'enfance va venir impacter donc ce qu'on est comme adulte et surtout justement si on parle en contexte de milieu de travail, quel est l'impact de notre vécu rendu comme ça à l'âge adulte? Écoute, tout d'abord, l'enfance de maltraitance, c'est pas forcément que les coups, puis souvent on confond ça. Souvent on va considérer, ah mais moi là, j'ai pas été battue, et ça je l'entends tellement souvent. Non, t'as pas été battue, mais peut-être que ton parent n'était pas disponible. Peut-être que ton parent était absent. Peut-être que ton parent il t'a traité avec dédain ou avec mépris, et c'est autant de comportements en fait où l'enfant va être impacté directement. Cet impact-là, il va se le traîner dans la vie un petit peu comme un boulet à la cheville, sans vraiment savoir qu'il existe, mais tout en sachant qu'il est là, ok? Le sentant en fait. Puis arriver dans le milieu de travail, ça pose une problématique parce que dans nos milieux de travail, souvent ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller comme reproduire les relations qu'on avait avec papa-maman. Tu sais, l'employé, papa le boss, maman la sous-boss, ou papa le sous-boss, maman la boss, puis ah là là, il y a des choses qui se passent. Au cours de moi, ma propre vie, j'ai remarqué bien des affaires. J'ai été en contact avec des femmes extraordinairement glaciales, ce qui faisait pas mal référence au comportement de ma maman, avec des hommes, avec des boss qui avaient des attitudes vraiment plus que tendancieuses, je dirais ça pour rester poli. Euh, et ça l'a comme reproduit et ça m'a comme obligée en fait à me remettre face à certaines problématiques que j'avais pas forcément envie d'adresser. Puis la vie aidant, etc. Je suis depuis hypnothérapeute, ça fait maintenant 5 ans. Concrètement, c'est 500 clients qui sont adressés à moi en 5 ans. Oui, quand même. Sur ces 500 clients, j'en ai beaucoup qui soit ont vécu avec des relations de boss toxiques, soit ont été les boss, puis ont vécu des problématiques avec avec leur employé, pardon. Les problématiques avec les employés vont être impactantes parce que
Souvent, soit la personne va être rebelle à l'autorité, mais dans une forme vraiment excessive, et cette personne-là, souvent, elle va dire, mais je comprends pas pourquoi je m'emporte autant. Ou alors, d'un autre côté, ça va être un employé excessivement impactant, excessivement impliqué dans la compagnie. Il va avoir des rendements annuels entre 200 et 400%, ce qui était mon cas à moi aussi. Ça pose un problème parce que dans les deux cas, ces employés-là vont aller dépasser leurs limites. Et on va se retrouver dans une problématique qui est que depuis le mois d'octobre l'année dernière, le Québec a créé une loi qui est la loi 27 encadrant le bien-être en entreprise et donnant donnant aux employeurs québécois des normes en fait à respecter pour encadrer, identifier les risques psychosociaux. Donc les risques psychosociaux dans le cadre du travail, mais il y a une petite subtilité, c'est que c'est aussi à la maison. Et c'est ça qui est vraiment intéressant, parce que quand on a été un enfant maltraité, on a quand même 30% de risques supplémentaires de vivre de la violence conjugale. On est à la mi-fin février. On en est à 7 féminicides. Je pense que c'est excessivement d'actualité que l'employeur crée une alerte sur les risques psychosociaux à la maison aussi. Et comment ça peut se faire, ça, Julie, justement, créer une alerte, ce qui se passe à la maison? Dans le fond, on parle du rôle, justement, de l'employeur, mais comment ça se passe concrètement sur le terrain? Comment on peut faire ça? Sur le terrain, concrètement, ça devient super touchy parce que je me vois mal dire aux employeurs, ben, tu vas aller poser des questions. Mais on pourrait regarder, voir aller des employés qui vont avoir ces deux caractéristiques-là que je t'ai nommées parce que c'est vraiment super spécifique. Et dans ces deux caractéristiques-là, ben, peut-être que le service RH pourrait approcher l'employé et aller lui demander et lui proposer du soutien et après le mettre en relation avec un soutien psychologique, un soutien thérapeutique où il va être accompagné pour pouvoir se libérer de ces enjeux-là. Parce que tout n'est pas fini. Tu sais, samedi, il y a des personnes qui ont soulevé les sourcils quand je leur ai dit, en décembre, ça fera 30 ans que je suis en développement personnel intensif. C'est pas rien, 30 ans. C'est important, mais il y en a encore à adresser. Je suis encore chez une thérapeute à l'heure actuelle, à 43 ans. Donc, c'est vraiment important de comprendre que quand on vit ça dès l'enfance, ben oui, la personne qui va vivre ça va mettre toute sa vie à aller se décrocher, etc. Je suis très perfectionniste, donc moi, je fignole et je nettoie dans tous les coins. Mais je pense que cet aspect-là que l'employeur pourrait déceler, en fait, on pourrait parler d'employés plus à risque, puis peut-être les orienter de façon, je pense, active, parce que souvent, on m'a posé la question, t'es-tu stressée, Julie? Non, parce que je l'ai expliqué dans ma conférence, mais quand tu as été un enfant maltraité, on t'a appris à éclater tes limites. C'est même pas ne pas les respecter, c'est même pas les piétiner, c'est que tu n'en as plus. On t'a appris que tu n'avais pas le droit d'avoir des besoins. Donc ça donne des personnes adultes qui vont paraître hyper serviables ou au contraire super rebelles parce que vu que ben, j'en ai plus des limites, je me sens très en danger, donc je vais être très sur la défensive. Ou excessivement serviable, ben j'en ai plus de limite, donc vas-y, piétine-moi, j'ai l'habitude. Ces deux facettes-là sont vraiment à surveiller de près parce que, faut se le dire, les personnes qui vivent ces enjeux-là sont des personnes beaucoup plus à risque. Tout à fait. C'est vraiment intéressant, Julie, ce que tu nous apportes. Et si je comprends bien, dans le fond, le dépistage, ça se fait plus par observation. Donc, des gens qui vont être là dans le milieu. Et pour pouvoir faire ça, ça prend quand même des habiletés aussi. Ça prend est-ce qu'il y a de la formation qui existe pour que les gens, justement, puissent développer les habiletés à déceler ça, parce que c'est pas évident, surtout sur le côté où tu nous dis, il y a des gens, ça va se passer justement plus par l'hyper-performance, ben, tu sais, on va voir ces gens-là aller, puis on dit, mon Dieu, mais c'est beau, sont bons, c'est fantastique, on n'aura pas tendance à imaginer que ça peut être lié à une problématique, fait que ça prend donc des gens qui sont quand même formés sur le terrain.
pour La pouvoir faire ça. problématique, c'est que si ton employé, il s'en va vers un rendement de 200% et plus, ben c'est soit les tâches sont vraiment trop faciles, puis tu as affaire à un haut potentiel intellectuel, et que là, il va falloir que tu t'adaptes parce qu'il va falloir que tu le nourrisses, parce que tu as le risque aussi qu'il s'ennuie. Et s'il s'ennuie, il va s'en aller. Donc, si tu veux retenir ta masse salariale, il va falloir que tu t'adaptes pour pouvoir correspondre à cet employé-là. Mais si c'est un 200% et plus parce que ben, j'ai peur de perdre ma job, je veux pas décevoir, j'ai peur du regard des autres, je vais aller anticiper tes besoins, etc. Là, on commence à tourner vers une relation malsaine. À partir du moment où l'employé anticipe les besoins, ça n'est pas normal. Dans aucune relation d'ailleurs, ça n'est pas normal d'anticiper les besoins de l'autre. Sauf éventuellement quand c'est un enfant, que t'es son parent, puis que cet enfant-là peut pas s'exprimer. Mais à partir du moment où il commence à avoir la parole, ben c'est à lui d'aller nommer ses besoins. C'est exactement ce qu'on fait quand on lui dit «Ah, tu veux du pain? Répète après moi, tu veux du pain?» Oui, je suis très française, donc c'est le pain en premier. Mais définitivement, c'est ça. Ça va être, oui, l'observation. Il pourrait y avoir, je sais pas, une alerte, tu sais, sur les formulaires de rendement, un truc à partir du moment où on dépasse le 200%, où on dépasse le 100, 150%. Bon, ben là, on va aller se positionner, on va aller regarder dans le dossier de l'employé, on va aller fouiller, pas pour le mettre sur la sellette. Au contraire, en fait, c'est pour lui apporter tout le soutien pour que l'employeur puisse recevoir le maximum de cet employé et que l'employé puisse recevoir aussi le maximum de l'employeur. Faut pas oublier un truc, c'est que quand on est en relation employeur-employé, on est sur une relation. À partir de ce moment-là, ça doit être du donnant-donnant. Et ce n'est pas que la paye ou les avantages sociaux qui vont être le donnant-donnant. La présence de l'employeur, la présence sécurisante est nécessaire pour un employé. On le dit, on le répète aux leaders, vous devez être la voie à suivre. Vous pouvez pas péter votre cache, vous pouvez pas faire ci, etc. Mais parfait. Mais ça prend aussi d'avoir cet œil-là, de considérer que c'est une masse humaine avec des problèmes humains. Régulièrement, quand on approfondit avec moi, les gens, la mâchoire se tombe et ils me regardent, ils me font «Oh, jamais j'aurais deviné». Ce à quoi je réponds «Je le sais, parce que je ne fournirai pas ça». C'est pas à noter sur ton CV une enfance de maltraitance. C'est absolument pas à noter sur ton CV, c'est un peu arc de faire ça. Par contre, ça a des enjeux excessivement importants. Puis ça, c'est souvent euh, moins bien pris en compte, même par les personnes. Avant d'être dans ma position d'accompagnatrice du mieux-être, mais je l'avais pas vu passer. Moi, je ne sentais pas que j'étais stressée jusqu'à ce que je claque plusieurs burn-out. Moi, je ne sentais pas que j'allais au-delà. Je pensais que j'étais juste excessivement bonne, bonne au-dessus de la moyenne. Non, 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 non. J'avais des enjeux, j'avais des peurs. En fait, j'étais effrayée qu'on ne m'aime pas. J'étais effrayée d'être rejetée. J'étais effrayée de bain des affaires. Ce qui a pourri ma relation avec mon employeur, menant à ma démission parce que généralement, quand je me sens pas bien, je m'en vais. Donc, c'est ça. Absolument. Et tu parles beaucoup, Julie, justement, de relations employé-employeur ou avec les dirigeants. Mais est-ce que, justement, ces situations-là vécues, ça va avoir un impact aussi dans les relations avec les collègues de travail? Est-ce qu'on va le sentir aussi à ce niveau-là? Ou si c'est vraiment une réaction par rapport à l'autorité, par exemple? Ah ben tu vas le sentir, tu sais, je vais exagérer vraiment la formule, mais l'employé super performant, il embarque au bureau à 3 heures du matin, il quitte à 23 heures, puis pour lui, il n'y en a pas de problème. Il a encore le temps de lancer les machines, faire la bouffe pour le lendemain, puis aller se coucher 2, 3 heures, parce qu'après, sinon, c'est trop. Et ça, ses autres collègues, ils vont le voir passer. Puis du coup, cet employé-là va se faire exclure du groupe des autres employés. Résultat des courses, ça va exacerber son sentiment de rejet, qui va confirmer qu'il faut qu'il continue à faire ça, ne comprenant pas en fait que c'est ce comportement-là qui est une problématique. Il peut y avoir aussi bain du jugement de l'employé en lui-même envers les autres employés, genre ah ben c'est des tirs au flanc, ils servent pas à grand-chose, nanana. Mais ceux qui ont raison, c'est ceux qui respectent leurs limites.
Si t'es payé jusqu'à 17h, t'as pas besoin de rester jusqu'à 18h si t'es pas payé. Tout à fait. Ben c'est ça, mais combien d'employés ont fait des heures sup parce que, ah, tu comprends, si mon boss, il va se retrouver dans la merde. Oui, mais payé. Il y a une contrepartie. Ton temps, il a une valeur. En tant qu'employé, tu vends ta minute. Donc, c'est important, en fait, d'être reconnu là-dessus. Or, souvent, l'enfant maltraité n'a pas été reconnu. J'ai été le type de personne, je travaillais dans l'aéronautique quand j'avais une vingtaine d'années, puis on avait eu un chantier excessivement important, puis super vite, il fallait que l'avion redécolle rapidement. Donc, on a travaillé sur des cartes, ça a été toute une histoire. Et à la fin du chantier, on a fini avant. À la fin du chantier, le boss le chef de chantier nous réunit, puis il me tape dans le dos, il fait, ah, merci Julie, vraiment super. Je regarde, je fais, j'ai juste fait mon travail, toi, qu'est-ce que tu fais? Cette réponse-là, elle est pas normale. Capter la reconnaissance et la prendre, c'est logique. Mais quand t'as pas été habitué à recevoir de la reconnaissance, quand tu en reçois, ben t'es comme hérissé, t'es comme c'est quoi ça? Puis toi, t'es qui pour me le donner, sachant que papa, maman, ils me l'ont jamais donné. Donc, tu sais, c'est tous ces petits enjeux-là qui paraissent peut-être très, très anodins. Sur ce coup-là, les autres gars, ils se sont mis à rire autour de moi, etc. Ils se sont pas moqués de moi. Ils se sont moqués de la face du chef. Mais ce n'est pas normal. Tu comprends? Ça a Oui, tout été, à fait. je suis comme passée pour une arrogante, mais c'était pas arrogant du tout. C'est juste que à ce moment-là, moi, je pouvais pas prendre ça. En fait, c'était trop de reconnaissance pour moi à ce moment-là. C'est comme, non, je t'ai effrayé. J'ai pas l'habitude. Fais pas ça. Donc, tu sais, un peu comme un animal qu'on aura battu, battu, battu. Si t'approches ta main, il va te mordre parce qu'il va avoir peur. Même si t'allais le caresser, il va avoir peur. Donc, on est pas mal dans la même situation. C'est une métaphore, évidemment. J'ai pas encore croisé un employé qui a mordu son employeur. D'ailleurs, je vous déconseille de le faire. Mais c'est le but du jeu, c'est vraiment de se permettre d'aller comprendre que ben, c'est pas marqué sur la face d'un employé. D'ailleurs, c'est même pas marqué sur la face d'un employeur non plus. Oh, Ok. tout à fait. C'est Donc, vraiment une belle réflexion, Julie, que tu nous apportes aujourd'hui parce que quand on voit ça de l'extérieur, ben on réalise pas à quel point justement les enjeux sont nombreux et j'entends que c'est vraiment une roue qui tourne aussi. Hein. Tu as une situation qui en amène une autre, ça s'en va vers une autre. Alors c'est vraiment un processus qui souvent donc ne semble pas vouloir s'arrêter tant qu'on n'intervient pas. Et si on parle justement d'intervention, une fois par exemple qu'on a dépisté, hein, qu'on a vu qu'il y avait une situation problématique avec quelqu'un, ben là, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on fait? Alors, on fait appel à quel service, par exemple, à toi? Qu'est-ce qu'on va aller chercher comme service? Puis comment on va intervenir pour pouvoir aider adéquatement cette personne-là? Qu'est-ce qu'on va lui fournir comme service pour commencer? ce qui serait intéressant à voir, c'est que dans une relation, c'est pas juste tout l'un. Ça se peut que ce soit une problématique de systémique. Systémique, c'est que c'est un peu comme le tango, hein. Faut être deux pour danser le tango. Donc, eh ben, étonnamment, dans les services des boss toxiques tombent les employés proies. Les employés, j'en ai pas de limite. Les employés, je vais aller me dépasser ou alors je vais être revêche à l'autorité et je vais tomber sur une germaine qui va être en micromanagement et qui va aller me dire combien d'agrafes. Je tombais sur une employeur comme ça qui me disait combien d'agrafes mettre sur un dossier. J'étais comme, mais le nombre d'agrafes, mais je les paye les agrafes s'il faut. C'était devenu ridicule, oppressant en fait. Donc, ce qui serait intéressant, ce serait d'agir de façon personnelle sur l'employé parce qu'une fois que l'employé va déposer la honte, la culpabilité, parce que souvent, les personnes qui ont été maltraitées ont fait déjà beaucoup de suivi en psychologie et c'est une bonne chose. Mais il reste des finesses à aller déposer, comme la honte et la culpabilité. Souvent, l'enfant qui va grandir adulte va la garder et c'est parce que je vis cette culpabilité-là que je vais vouloir rentrer dans le regard de l'autre et dans le besoin de l'autre. On est exactement là-dedans. On a aussi des enjeux au niveau de l'estime. On a des enjeux au niveau du perfectionnisme.
Donc, tout ça, là, ça se fignole de façon très personnelle avec un hypnothérapeute comme moi ou avec un thérapeute en relation d'aide ou avec un psychologue aussi. C'est très parfait, hein. En fait, la meilleure approche sera forcément l'approche qui sera choisie par l'employé puisqu'il va y aller du coup en confiance. Et je pense qu'il serait intéressant en fait d'aller placer dans les entreprises ou d'aller missionner quand on voit qu'on a une problématique relationnelle, ben, un coach relationnel qui non pas va prendre position pour statuer, on veut pas un juge, on veut quelqu'un un petit peu comme un thérapeute conjugal. On veut pas qu'il y en ait un qui se fasse taper sur le coin du museau et l'autre qui soit glorifié. On veut que chacun reprenne sa responsabilité de la relation et chacun puisse avancer vers l'autre pour créer une relation harmonieuse. Mais dans le travail, on peut aussi aller chercher un enjeu similaire avec des coachs. Il existe des coachs qui interviennent en entreprise, spécialisés dans la relation, et ça peut être excessivement intéressant. Je pense aussi qu'il serait favorable d'aller encore plus former les leaders. Il y a encore certains leaders qui appliquent du micromanagement, qui appliquent un désengagement émotionnel, alors que j'ai souvent entendu des personnes me dire, ouais, mais tu sais, Julie, on est dans le cadre du travail, on dépose ses valises en rentrant dans l'entreprise. J'ai trouvé ça vraiment drôle, comme si l'être humain pouvait faire ça. Se dissocier de ses emmerdes à la maison, ben non. Et arriver à la maison, c'est aussi très très difficile de se dissocier des emmerdes du travail. Et donc en fait, on est cette espèce d'amalgame parce que quand tu arrives dans la compagnie puis que tu te fais dire ça, n'est quoi? De la culpabilité de pas être à ta place, de pas avoir la bonne éthique, etc., etc. Sauf que on est tous des humains. Si j'ai pas dormi de la nuit parce que mon petit dernier, il a fait ses dents, je peux te garantir que je vais avoir la tronche en biais et tu vas le sentir dans mon approche, ma façon de parler, etc. Ça va se sentir, je vais être irritable. Ben oui, ça se peut. À ce moment-là, c'est vraiment important que chacun reprenne sa responsabilité. Cet employé-là est dans une circonstance particulière. T'as les employés qui se séparent, qui pleurent à la journée longue. Tu peux pas les pousser vers la porte. Ça se fait pas. On vit des drames au quotidien parfois dans nos vies. Et le travail va être pas mal la seule bouée de secours qui va nous permettre de rester accrochés au quotidien. Donc, c'est sûr que c'est un poids, mais c'est ça, travailler avec un humain. À l'heure actuelle, on demande aux humains d'agir comme l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, oui. Ouais, tu sais, on nous demande de fonctionner comme un bot, mais on n'est pas des robots. Ça n'est pas possible. Alors oui, si j'ai des émotions, ben ça se peut que tu le sentes passer dans ma face. Moi, je suis très pas poker face pantoute, donc c'est sûr que tu vas le lire dans mes yeux pour de vrai. Mais ça se peut que ce soit aussi dans mon ton ou juste mon langage corporel. 80% de notre communication passe par le langage corporel. Ben ça se peut que tu me sentes tendu si jamais j'ai pas dormi de la nuit ou si je me suis pris la tête avec chéri puis qu'il y a quelque chose qui est engagé de façon importante. C'est logique et c'est normal. À ce moment-là, si le boss, il arrive, il est coupé de ses émotions, il est distant, froid comme un glaçon, on fait comment? Qui a tort, qui a raison? C'est la systémique qui va s'enclencher, qui va être ou source de résolution ou source de capotage. Absolument, tu as bien raison, Julie. Puis c'est souvent une chose justement que je dis aux gens lorsque je parle justement de bien-être en milieu de travail. Ben ça, je leur dis, tu sais, ce qu'on vient chercher justement dans le milieu de travail, ben on l'apporte à la maison après. Donc l'impact va être positif dans les autres sphères de notre vie. Mais là, ce que j'en comprends, c'est que quand justement on vit une situation qui est difficile, ben c'est le même processus. Hein? On l'apporte aussi dans les autres sphères de notre vie. Donc ça va pas bien à la maison, ça va paraître au travail et vice versa. Mais une fois justement qu'on a vu qu'il y avait une problématique, qu'on veut vouloir aider quelqu'un, donc on va proposer des services. Comment on travaille avec la personne pour lui apporter ça? Parce que j'imagine qu'il doit y avoir des gens qui reculent et qui disent, ben non, moi j'ai pas besoin, voyons, tout va très bien. Donc, comment on peut apporter ça aux gens pour rester justement dans la bienveillance puis dans l'évolution positive justement du processus? Mais tu sais, tu peux pas forcer quelqu'un à travailler sur lui.
C'est sûr que si la personne, elle est réfractaire, elle veut pas y aller, elle en a pas de problème, mais que partout où elle passe, c'est un peu des champs de guerre dans tous les services, ben, ça va commencer à poser un problème réellement à l'entreprise et ce n'est pas à l'entreprise d'écoper de ça. C'est là, en fait, où c'est très important de chacun reprendre notre responsabilité. Tu as vécu de la maltraitance enfant, tu vis de la souffrance sur ton milieu de travail, mais reprends ta responsabilité. C'est ton enjeu personnel d'aller travailler sur toi. On le sait, hein, ce qui se passe alentour de nous, c'est le reflet de ce qui se passe à l'intérieur. Si c'est la guerre dehors, demande-toi si t'es en partant, t'es pas en guerre avec toi. À partir du moment où tu vas être relié avec toi, où tu vas être connecté avec toi, mais tu vas pouvoir petit à petit connecter avec les autres. Ça se fait progressivement. Si l'employé ne veut vraiment pas, qu'on a insisté une fois, deux fois, trois fois, mais là, malheureusement, c'est sûr qu'on s'en va vers une mesure parce que il faut aussi prendre en considération que la compagnie doit marcher. Tu sais, il y a les employeurs, il y a les employés, mais il y a aussi l'entité de la compagnie. C'est aussi une entité qui a besoin d'être nourrie, alimentée, soutenue, etc. Et si les personnes qui sont là pour la soutenir défaillent parce que des problématiques, on doit intervenir au niveau de ces personnes-là. Mais si ces personnes-là veulent pas, ok, mais c'est ta responsabilité de refuser. Si tu refuses, c'est sûr qu'il s'en suivra évidemment des mesures si tu n'arrives pas à réaliser que le but du jeu, c'est que tu sois bien dans ton milieu de travail, que tu arrives à fournir ta force de travail pour pouvoir continuer à faire vivre l'entité qui te nourrit au passage. Tu sais, c'est vraiment ça. J'avais reçu une cliente un jour, puis la cliente, son enjeu, c'était d'être capable de mettre ses limites. Donc, elle arrive, elle est très fière, elle me dit, hey, j'ai licencié une personne. Parfait, super, t'as mis ta limite, etc. Est-ce que tu veux m'en parler? Oui, oui, oui. Cette personne-là était très réfractaire, mais pas avec moi. Cette cliente-là, elle est douce comme la soie. Elle parle doucement, elle est même dans sa musculature, elle est vraiment très douce. Puis ces deux autres collaborateurs sont plus punchés, plus mon caractère de feu. Et cet employé-là était très en guerre contre les autres collaborateurs, mais pas avec ma cliente. Puis donc, elle me raconte que les deux autres collaborateurs avaient vraiment des enjeux avec cet employé. Il y avait eu plusieurs avertissements. Et ce jour-là, cet employé-là a débordé avec ma cliente et là, ça a été une fin de non-recevoir, une mise à pied immédiate. Elle me raconte ça, puis je lui dis, t'es-tu au courant un petit peu de qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de ton employé avant, quand elle était enfant? Je sais pas, mais ça sent la maltraitance. Et elle me regarde, elle me fait, c'est malade? Oui. Ben, je lui dis, ton employé, là, elle avait besoin de soutien. Oui, elle avait dépassé les limites. Oui, le comportement humain ne correspondait pas à ce qu'on attendait d'elle dans l'entreprise. Oui, elle avait été avertie de façon excessivement claire, mais par des personnalités avec lesquelles elle-même, elle avait un enjeu. Donc, ça fonctionnait pas l'histoire. Or, la seule personne qui aurait pu éventuellement temporiser l'histoire, c'était ma cliente. Et malheureusement, la situation a été tellement loin qu'on n'a pas pu la rattraper. Puis là, je lui ai dit, ça aurait pris en fait que cet employé-là soit soutenu. Et en étant soutenu, si elle avait été ouverte au soutien, vous auriez pu la garder. Donc, tu sais, l'enjeu, c'est de prendre en charge chacun son bout du bâton. L'employé, c'est de se rendre compte que, ben oui, si ça fonctionne pas avec ben du monde, tu peux toujours aller changer d'entreprise, mais tu vas retrouver les mêmes personnalités, tu vas retrouver les mêmes situations. C'est magique la vie pour ça. Puis l'employeur de prendre lui aussi sa responsabilité, d'aller voir, etc. Si dans la vie de l'employé c'est cohérent, si ça fonctionne, si la personne est en état de sécurité, parce que si elle a un enjeu personnel en ce moment même, c'est-à-dire si on parle de violence conjugale, elle sera jamais à 100% dans son emploi. Et on peut toujours aller lui tirer sur le coin du museau, ça marchera pas. Parce qu'elle est en état de survie concret au niveau personnel, elle va agir aussi en état de survie concret au niveau du boulot.
L'amygdale, elle switch on, elle switch off, mais elle fait pas ça à longueur de journée. C'est soit on, soit off, et sur plusieurs jours, voire plusieurs mois, voire plusieurs années. Souvent, quand ça fait plusieurs mois qu'elle est sur on, l'amygdale, qui est quand même la glande chargée de ta survie et de tes émotions, quand elle est sur on depuis plusieurs années, elle débalance, c'est-à-dire qu'elle va rester bloquée sur on, et c'est là qu'on va, on va avoir des symptômes d'anxiété importants, des symptômes émotionnels importants aussi, de la peur et des réactions en état de survie, parce que l'amygdale est bloquée sur on. Donc, le but du jeu, ça va être de pouvoir permettre à l'employé d'aller la basculer sur off. J'aime beaucoup la façon dont tu l'apportes, hein, c'est très imagé, donc c'est très clair. Et dis-moi, Julie, j'imagine que ça doit être très variable d'une personne à l'autre, mais généralement, quand on va intervenir avec quelqu'un, on parle d'un laps de temps d'à peu près combien de temps d'habitude? Est-ce qu'on va intervenir, ça va être sur plusieurs mois? Est-ce que c'est très long? Comment ça se passe? Combien de temps ça prend à peu près? En fait, je te dirais que ça dépend du niveau d'avancement de la personne. Les personnes qui sont au tout début du développement personnel, c'est des personnes où le suivi va être un petit peu plus long parce que on pose les bases. On est obligé d'aller nettoyer le gros œuvre, etc. Là, c'est une obligation. Et pour après aller rentrer dans la finesse et les détails, quand les personnes ont déjà travaillé sur elles, qui est majoritairement mon type de clientèle à moi, on a déjà été voir un psychologue, deux psychologues, etc. Puis on s'adresse à moi, mais là, moi, je vais aller faire le ménage. Donc, on parle de 8, 12 séances grand maximum. On repasse à travers quand même des bases parce que le langage interne, souvent, est quand même erroné. On l'a apaisé un peu, mais on l'a pas vraiment nettoyé en profondeur. Donc, avec moi, on va aller se permettre de faire ça. On va aller déposer la honte et la culpabilité. On va aller aussi utiliser les émotions comme des alliés, non pas comme des ennemis. Souvent, la personne qui a été maltraitée va considérer qu'elle est tout le temps en colère, puis c'est mal parce que tu comprends, ici on est au Québec, on n'a pas le droit de vivre des colères, c'est interdit. Donc elle m'explique très longtemps que c'est elle le problème parce qu'elle a vu de la colère. Mais en même temps, quand on fait le listing de sa vie, ben je lui dis mais il n'y a pas de quoi être en colère avec ça. Puis elle me fait ben oui. Et ben alors, ça va, t'es cohérent, c'est correct. Maintenant, c'est comment faire pour que la colère, tu puisses utiliser sa force, utiliser sa puissance à ton profit, plutôt que de l'utiliser contre toi. Et c'est là, en fait, où c'est très, très drôle, parce que souvent, les personnes s'adressent à moi, qui suis française, et souvent, en France, la colère, elle va être très, très, très porteuse. En fait, c'est pas mal tous les pays qui bordent la Méditerranée, on va utiliser cette puissance-là, on va utiliser cette force-là. Donc, ici, on arrive, on m'explique que la colère, c'est un problème, puis moi, je suis comme choquée, je fais comme, ah ouais, il là, ça fait 43 ans. Pourtant, j'ai pas l'air si cassée que ça pour 43 ans, ça va. Donc, je les fais rire, mais je les amène à prendre conscience que, en fait, c'est comme si dans ta maison, tu partais le système d'alarme et tu engueulais ton alarme parce que ton alarme, elle se déclenche parce qu'il y a un intrus. Tu peux pas faire ça. C'est pas cohérent. Ton système d'alarme, il part. Engueule pas le système d'alarme. Regarde donc qu'est-ce qui se passe pour qu'il parte. C'est vraiment, tu vois, c'est vraiment tout ça avec moi qu'on va aller travailler pour finalement revenir sur ce qu'on appelle de l'estime de soi sain, où on va se permettre de faire en sorte que soit elle se stabilise, soit elle monte et se stabilise, dépendant de où tu es au niveau de ton estime de toi. Logiquement, l'estime, c'est pas censé tomber. Hein? C'est pas fluctuant comme la confiance. La confiance, ça peut fluctuer, hein? Ça peut faire comme ça. Mais l'estime, c'est soit je monte et je stabilise, soit je stabilise si j'ai une belle estime de moi. Pas censé tomber en fonction des événements. Très instructif, Julie, c'est vraiment intéressant donc ce que tu apportes. Alors ce que je vois donc c'est vraiment donc un travail de fond qu'on va faire et en dehors justement de l'intervention individuelle parce que je sais que tu as plusieurs services dans ton coffre à outils. Donc est-ce que tu peux nous parler donc un petit peu plus largement justement des différents services que tu peux offrir dans les entreprises? Alors écoute, moi je travaille avec l'hypnose thérapeutique de façon majeure et je le couple à l'approche de la programmation neurolinguistique aussi appelée PNL. J'ai choisi de faire ce mélange
dans les séances. Donc, je donne comme plus le choix, en fait, de, ah, tu veux juste faire ça ou juste faire ça. Pourquoi? Parce que juste la PNL, c'est bien, mais pas assez. Juste l'hypnose, c'est bien, mais pas assez. Les deux ensemble, ce que ça va faire, c'est que ça va permettre, avec la PNL, d'aller apaiser le conscient. Le conscient, c'est l'équivalent d'un enfant de 3 ans qui crie beaucoup très très fort, mais qui sait pas grand-chose. Euh, donc lui, on va aller le calmer, on va faire en sorte de lui faire comprendre les choses de façon très cartésienne. Souvent, mes clients, ils me disent, ah, c'est cool parce que c'est plein d'images, j'arrive bien à comprendre, c'est très cartésien. Parfait. En deuxième partie de séance, on y va avec l'hypnose thérapeutique. Et comme je dis à mon petit garçon, quand il était tout petit, qu'il avait 3 ans, je lui disais, maman, elle est hypnothérapeute, elle fait 2 choses. Sa première chose, c'est de raconter des belles histoires aux gens. J'ai un super métier parce que je raconte des belles histoires aux gens. La deuxième chose, c'est que je fais pleurer les gens. Moi, je suis payée au nombre de mouchoirs que tu utilises dans mon bureau. Donc, si tu te mouches pas dans mon bureau, que ça morfe pas dans tous les sens, c'est que je considère que j'ai mal fait ma job. Mais trêve de plaisanterie, l'hypnose, ça va permettre d'adresser des leçons subtiles, des directions subtiles à ton subconscient. Le subconscient, c'est comme le majordome dans un château. Tu ne le vois pas, tu ne l'entends pas. Mais avant même que tu aies touché la sonnette, il est déjà présent à côté de toi, il te demande ce que tu veux. Donc, lui, là, il est très discret. Tu l'entends pas. Pour l'entendre, il faut que le premier, qui a 3 ans, se taise. Donc, on passe par l'hypnose. Puis en hypnose, on fait en sorte d'aller placer des directions pour le subconscient, ce qui fait en sorte que le conscient et le subconscient, au lieu de partir dans des sens inverses, puis que toi, tu sois l'être humain, puis que tu es déchiré entre les deux, ben, ce que ça va faire, c'est que tout le monde va arriver à travailler, à marcher dans le même sens, et ça va aller plus vite. J'ai une cliente qui m'a écrit un long message il y a quelque temps, et elle m'a dit, tu sais, Julie, sans toi, j'y serais arrivée, mais avec toi, j'ai pris l'ascenseur vers le mieux-être, j'ai été 2 fois plus vite, 2 fois plus haut. J'ai trouvé que sa métaphore était excessivement belle, c'est exactement ça. T'as besoin de moi? Ça se peut. Mais ça se peut aussi que tu t'en sortes tout seul. Moi, je m'en suis sortie toute seule. Oui, j'ai fait des thérapies, mais majoritairement, toutes les prises de conscience, c'est moi. Mais tu mets tellement longtemps à faire ça. C'est énergivore, c'est très demandant. Que là, quand tu t'adresses à quelqu'un, un professionnel, il a l'œil, ça va faire je pouf. OK, c'est ça, 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 roule. Puis en roulant ça, le suivi s'arrête, mais ça continue à s'imprégner. Ça continue à travailler à l'intérieur de toi et tu vas encore avoir des réalisations et des confirmations par la suite. Oui, tout à fait. Et tu as une conférence aussi, hein? Donc, tu as fait Oui. récemment. Exactement, j'ai fait une conférence justement sur les enjeux de la maltraitance à l'âge adulte. Je le redis, ça ne parle pas du trouble de stress post-traumatique, mais par contre, c'est de voir un petit peu comment le passé s'inscrit dans le présent. Qu'est-ce qui fait que, on va aller traîner ça. Souvent, c'est comme un boulet invisible accroché à nos chevilles. On comprend pas pourquoi on n'avance pas si vite, pas si bien qu'on voudrait. Souvent, ce boulet-là, en prenant conscience, ça va faire en sorte qu'on soit capable de le libérer. Donc, de voir un petit peu les impacts sur la vie professionnelle, le principe des systémiques, donc entre relations parents-enfants, boss-employé, qui va faire en sorte que petit à petit, en accompagnant l'employé ou le boss, on va pouvoir aller se séparer de ça, puis on va pouvoir surtout passer de la survie à la vie. Oui, absolument. Et dans les services que tu nous décrivais, donc un peu plus tôt, Julie, est-ce que toi, dans le fond, tu donnes exclusivement tes services dans ton espace d'affaires à toi, dans ton bureau, ou si tu peux aussi te déplacer, si justement en cas de besoin dans les entreprises, tu peux aussi aller sur place? Alors, je peux me déplacer aussi pour aller sur place dans les entreprises. Je sais qu'au niveau individuel, en ce moment, la grande tendance, c'est de se déplacer dans le bureau du thérapeute. Donc, j'ai mon bureau à moi. Je travaille aussi, en fait, dans toute la francophonie. Donc, je travaille aussi par Zoom parce que j'ai des clients en Colombie, au Mexique, en Floride, au Maghreb, en France, etc. Donc, je travaille vraiment. En fait, tu parles français, t'es mon client. Euh, pour les entreprises, évidemment, je me déplace. Évidemment, je prends des groupes comme des groupes de services ou alors des groupes de dirigeants
J'irai pas aller animer une conférence devant 200 personnes. Pourquoi? Parce que ce qui est vraiment impactant, c'est que la maltraitance, ça touche le plus petit de nous, le plus vulnérable et le plus, moi je l'appelle le cœur en chocolat qui fond. Donc c'est vraiment ça à l'intérieur de l'être humain. 200 personnes, c'est beaucoup trop. Il faut que les cercles soient plus petits pour pouvoir se permettre de s'interroger soi-même, puis pas d'être distrait par le clown d'à côté qui joue sur Candy Crush. C'est vraiment d'être connecté avec soi, parce qu'en étant connecté avec soi, on peut se connecter à l'autre. Absolument, Julie, je suis vraiment bien d'accord avec cette approche-là. Et de toute façon, dans la description de l'épisode, on va mettre le lien donc de ton site internet. Alors les gens donc vont pouvoir aller prendre le temps d'aller voir pour apprendre à te connaître davantage, voir l'ensemble des services que tu offres. Et si justement ça répond à un besoin qu'ils ont, ben ils seront en mesure de pouvoir te contacter pour en savoir davantage. Et Julie, pour clore cet épisode, qui je dois te le dire a été vraiment intéressant. Je pense que c'est un sujet, on doit en parler, hein, je pense que c'est tellement important. Puis comme tu disais tantôt, ben, il y a quand même des mécanismes qui se mettent en place avec la loi 27, donc qui a été mise en application depuis octobre dernier. Donc on voit qu'il y a quand même des belles choses qui se mettent en place présentement pour bien évoluer. Mais donc pour terminer cet épisode, si tu avais un message inspirant à adresser aux gens qui nous écoutent, soit des dirigeants, des gens RH, des employés aussi, hein, il y a toutes sortes de personnes donc, qui écoutent cet épisode-là. Alors, qu'est-ce que tu auras envie de leur dire? Ce que j'aurais envie de leur dire, qu'ils retiennent, c'est qu'on parle à des humains dans des histoires humaines. Dans 150 ans, à quel point ça a encore de la valeur, cette histoire-là? Il n'y en aura pas. Prenons la mesure qu'on travaille avec un être humain qui lui-même est en train d'expérimenter quelque chose. Parfois, c'est des choses faciles, aisées, légères, mais d'autres fois, c'est des choses un petit peu plus lourdes et parfois, c'est caché. C'est caché derrière des comportements, derrière des réactions qui vont rentrer dans la performance et la perfection. Et là, faudrait aller s'interroger parce que ça parle de souffrance. C'est un très beau message, Julie. Vraiment, merci beaucoup. Je trouve que ça termine cet épisode vraiment sur une très belle note. Alors, merci infiniment d'avoir accepté l'invitation. Ça a été un grand plaisir de te recevoir. Et à tous, on se dit à la semaine prochaine pour un prochain épisode de l'Écho du bien-être. Merci d'avoir été à l'écoute de l'Écho du bien-être. Si cet épisode vous a inspiré, touché ou simplement donné envie de semer un peu plus de bien-être autour de vous, je vous invite à vous abonner au podcast pour ne rien manquer des prochains épisodes. Vous pouvez nous suivre sur YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, là où vous écoutez déjà vos balados préférés. Et si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager l'épisode ou à laisser un mot en commentaire. C'est la meilleure façon de faire rayonner ces belles initiatives en entreprise. On se retrouve très bientôt pour un prochain souffle dans l'écho du bien-être.